Donc aujourd'hui, on va faire les pathologies de l'hypophyse. Donc petit rappel sur l'hypophyse que vous avez vu l'année passée en TP. Donc l'hypophyse ou ce qu'on appelle la glande pituitaire. Donc en anglais, vous trouvez rarement hypophyse, vous trouvez pituitary. Donc c'est référence à la glande pituitaire. Donc c'est une glande qui est très petite, qui mesure environ 10 millimètres de diamètre et qui pèse environ 0,5 grammes. Elle se situe donc, voilà une image du crâne. Elle, c'est le petit point rouge au milieu. Elle se situe sous la selle turcique et cette toute petite glande, c'est elle qui va maîtriser le comportement de plusieurs glandes au niveau de l'organisme. Donc, on va détailler un peu ça. Donc, bon, ça, c'est un agrandissement de la glande pituitaire. Vous avez donc l'adénohypophyse et la neurohypophyse. La neurohypophyse, donc anatomiquement, elle est distinguée de l'antéhypophyse ou l'adénohypophyse par sa communication avec l'hypothalamus qui est en haut. Donc, vous avez la tige pituitaire, la neurohypophyse ou post-hypophyse et l'antéhypophyse ou l'adénohypophyse. Oui? Et quelqu'un qui voulait intervenir? Ou bien c'était juste une erreur? Bref, je continue. Donc, pour l'antéhypophyse, le rôle de l'antéhypophyse, c'est la synthèse. Elle synthétise plusieurs stimulines. On va appeler ça stimuline parce que c'est ces stimulines-là qui vont aller agir et stimuler la sécrétion d'autres hormones au niveau périphérique. Donc, vous avez donc, selon plusieurs cellules, en fait, l'antéhypophyse, elle est faite sous forme d'un amas de cellules et chaque amas de cellules se spécialise dans la synthèse de certaines stimulines. Donc vous avez les cellules somatotropes qui vont stimuler l'hormone de croissance, les cellules thyréotropes qui vont stimuler la TSH qui va aller stimuler les cellules de la thyroïde, les cellules lactotropes qui vont synthétiser la prolactine, qui a un rôle très important dans l'allaitement et autres, les cellules gonadotropes qui vont synthétiser le LH et le FSH, et les cellules corticotropes qui vont synthétiser l'ACTH. Donc ça, c'est le rôle de l'antéhypophyse qui est la synthèse, je précise. Par contre, la neurohypophyse, elle ne synthétise pas, elle ne fait que stocker ce que synthétise l'hypothalamus. L'hypothalamus va synthétiser l'ocytocine et la vasopressine. L'ocytocine qui a un grand rôle surtout chez la femme lors de l'accouchement et un peu lors de l'allaitement. Elle a un rôle mineur chez l'homme. Et la vasopressine qui est l'hormone antidiurétique, qui agit donc sur la rétention de l'eau au niveau du rein. Ces hormones-là, je précise, l'ocytocine et la vasopressine, ce sont des neurohormones synthétisées dans l'hypothalamus et qui ne sont que stockées dans la neurohypophyse. Par contre, l'antéhypophyse, elle synthétise elle-même toutes ces hormones-là. Vous avez aussi une autre partie que je n'ai pas mentionnée sur le diapo, c'est la partie intermédiaire. Elle se compose de cellules mélanotropes, c'est ce qui synthétise la MSH. C'est elle qui va stimuler les cellules de l'épiderme pour la synthèse de la mélanine, pour la pigmentation de la peau. Bon. Alors, vu que c'est l'antéhypophyse qui synthétise et que la neurohypophyse ne fait que stocker, donc logiquement, quand on va parler de pathologie ou de dysfonction, on va surtout parler des dysfonctions de l'antéhypophyse, vu que la neurohypophyse n'est là que pour stocker. Donc, il est extrêmement rare qu'elle ait un dysfonctionnement. Donc, par rapport à l'antéhypophyse, donc vous avez les pathologies de l'hypophyse sont dues soit à une hypersécrétion, soit à une hyposécrétion, qu'on appelle ça l'hypopituitarisme. Donc l'hypersécrétion, c'est le fait de sécréter plus que la normale une ou plusieurs des hormones qu'on a citées, selon la masse cellulaire qui est touchée. Et l'hypopituitarisme, c'est également un hypofonctionnement soit d'un seul amas cellulaire, d'un seul type, ou de plusieurs types, ou ça peut être de la totalité de la glande.
C'est à partir de là qu'on appelle l'hypopituitarisme. C'est toute la glande qui est touchée et qui sécrète moins d'hormones que d'habitude, que la normale. Donc, la pathologie principale qui va causer une hypersécrétion, très bien. Donc, là, si je vais un peu trop vite, je vais peut-être répéter. Bon, je vais répéter à partir de là, on va dire. Sauf si vous voulez que je répète à partir d'un certain point pour aller plus lentement. Donc, je reprends. Là, c'est des rappels de ce que vous avez déjà vu. Donc, l'antéhypophyse synthétise des stimulines. La neurohypophyse, elle, stocke des neurohormones. L'antéhypophyse, donc, je reprends. L'antéhypophyse synthétise plusieurs stimuli selon le type cellulaire qui va synthétiser. L'antéhypophyse se compose de 5 types cellulaires et chaque type cellulaire va me synthétiser une stimuline. Pourquoi je dis stimuline? Parce que ces hormones-là, ce sont des hormones, on les appelle stimulines parce qu'elles ne vont pas agir directement, mais elles vont me stimuler l'effet d'une autre glande qui va elle-même synthétiser l'hormone qu'il faut pour l'homéostasie ou pour le métabolisme. Donc, j'ai dit l'antéhypophyse a 5 types cellulaires. Vous avez les cellules somatotropes qui vont me synthétiser l'hormone de croissance, Hg. Vous avez les cellules thyréotropes, donc qui vont me synthétiser la TSH, c'est l'hormone qui stimule la thyroïde. Les cellules lactotropes qui vont me stimuler, qui vont me sécréter la prolactine, qui a un effet sur la production de lait maternel et aussi d'autres effets sur tout ce qui est comportement sexuel et tout. Vous avez les cellules gonadotropes. Vous avez les cellules gonadotropes qui synthétisent la LH et la FSH. Et vous avez les cellules corticotropes qui vont me synthétiser l'ACTH, qui vont aller agir sur la glande surrénale. Ça, c'est pour l'antéhypophyse. Il y a une autre partie, j'ai dit, que je n'ai pas mentionnée dans les diapos, c'est la partie intermédiaire entre l'antéhypophyse et la neurohypophyse, qui est composée de ce qui contient les cellules mélanotropes. Mélanotropes qui vont me synthétiser la MSH, donc Melanin Stimulating Hormone, donc la MSH qui va aller stimuler la synthèse de la mélanine au niveau de la peau. Donc c'est elle qui est responsable de la pigmentation de la peau et elle agit en réponse à une exposition. Alors, soit déterminée génétiquement, c'est la couleur de la peau, ou elle agit en réaction à une exposition aux UVA. C'est l'effet du bronzage. Bon, j'ai pas détaillé ça parce que j'ai eu l'information après avoir préparé cette diapo. Donc, la neurohypophyse, quant à elle, elle ne fait que stocker. Elle ne fait que stocker, donc elle ne produit pas. Elle ne fait que stocker ce que produit l'hypothalamus. Donc, vous avez une production en haut de l'hypothalamus de neurohormones qui vont passer vers la tige pituitaire et qui vont aller être stockées dans la neurohypophyse. Ces neurohormones-là sont l'ocytocine, qui a un grand rôle dans l'accouchement et aussi est appelée hormone du bonheur ou autre. C'est-à-dire elle agit sur aussi les émotions, que ce soit chez l'homme, chez la femme, mais aussi également dans une moindre mesure chez l'homme. Et vous avez la vasopressine, qui est l'hormone antidiurétique, qui va agir sur la rétention de l'eau et la réabsorption de l'eau au niveau rénal. Donc, étant donné que au niveau de l'hypophyse, c'est l'antéhypophyse qui va synthétiser par elle-même les stimulines, les hormones, et que la neurohypophyse n'est là que pour stocker, forcément, quand on va parler de pathologie, on va s'intéresser plus aux pathologies de l'antéhypophyse. Donc la neurohypophyse ne sert que, entre guillemets, de sac de stockage. Il est extrêmement rare de trouver une anomalie au niveau de la neurohypophyse. Quand on a une anomalie
de l'ocytocine ou de la vasopressine, en général, c'est des anomalies de l'hypothalamus et non de l'hypophyse, car elle est là que pour stocker la neurohypophyse n'est là que pour stocker. Donc, parlant de l'antéhypophyse, donc les pathologies, quand je dis à partir de maintenant les pathologies de l'hypophyse, je sous-entends l'antéhypophyse. Donc, pour les pathologies de l'hypophyse, vous avez deux types. Donc, soit hypersécrétion, soit hyposécrétion ou hypopituitarisme. L'hypersécrétion, c'est donc le fait de sécréter plus que la normale d'une certaine hormone ou stimuline, une ou plusieurs. Ça dépend des pathologies. L'hypopituitarisme, c'est la même chose. C'est une hyposécrétion, donc moins que la normale, d'une ou de plusieurs stimulines. Ça peut même toucher la totalité de la glande pituitaire. Alors pour l'hypersécrétion, la pathologie la plus, celle qui va induire cette hypersécrétion le plus souvent c'est l'adénome hypophysaire. Donc c'est une masse cellulaire, l'adénome, c'est une masse cellulaire qui va se situer au niveau de l'hypophyse. Ça s'apparente un peu à une tumeur. Ce n'est pas forcément un cancer, ça n'évolue pas forcément en un cancer, mais c'est une masse cellulaire qui se développe et elle va m'entraîner une hypersécrétion. Tout dépend où cet adénome va se trouver. Entre parenthèses, l'adénome n'est pas forcément, n'entraîne pas forcément une hypersécrétion. L'adénome peut parfois être non fonctionnel, c'est-à-dire que c'est un amas de cellules, c'est tout. Ou il peut être fonctionnel, c'est-à-dire que si l'amas cellulaire, par exemple, se présente dans les cellules thyréotropes, il va prendre la fonction des cellules thyréotropes et il va mettre aussi à sécréter la TSH. C'est là où on va avoir l'hypersécrétion. Pour l'hypopituitarisme, il peut être soit congénital. Congénital, c'est ce qu'on appelle hypoplasie pituitaire, c'est-à-dire même durant la vie fœtale, l'hypophyse va subir une hypoplasie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se développer correctement et on va avoir une petite glande, donc forcément moins de sécrétion, moins de synthèse d'hormones. Comme ça peut être un hypopituitarisme acquis, suite à un traumatisme crânien, à une hypoxie, si une personne subit, par exemple, subit une intoxication, par exemple, au monoxyde de carbone ou même autre. Il y a d'autres pathologies, il y a d'autres formes d'empoisonnement qui peuvent causer sur un bout de temps une hypoxie. La personne ne décède pas forcément, mais elle est atteinte d'hypoxie et le temps d'y remédier, cette hypoxie a déjà fait des dommages au niveau cérébral et elle peut toucher aussi l'hypophyse et détruire certaines cellules de l'hypophyse. Vous pouvez avoir une hémorragie hypophysaire, en général due à un traumatisme, un adénome ou cancer, parce que j'ai dit un adénome, lorsqu'il est fonctionnel, il peut provoquer une hypersécrétion, mais aussi il peut comprimer les cellules de là où il est. Par exemple, s'il est sur les cellules thyréotropes, il peut les comprimer et donc diminuer leur sécrétion. Ou ça peut être aussi un cancer de l'hypophyse. Ou bien parfois certaines infections vont aller attaquer l'hypophyse et causer un hypopituitarisme, comme la tuberculose ou la méningite. Alors maintenant, on va détailler type par type de cellules et voir un peu les symptômes lorsqu'on a un excès, donc une hypersécrétion ou une hyposécrétion. Je vais commencer par les cellules somatotropes. Donc les cellules somatotropes qui vont me sécréter la GH, qui est l'hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance, elle a plusieurs effets. Elle a tout d'abord un effet métabolique. Elle agit sur les protéines, donc elle va stimuler l'anabolisme protéique, donc la synthèse de protéines. Elle va aller causer une mobilisation des lipides, donc elle augmente le taux d'acide gras dans le sang. Donc elle mobilise, c'est-à-dire mobilisation des lipides, donc on va entre guillemets l'apparenter à un effet lipolytique. C'est-à-dire elle va mobiliser les lipides du tissu adipeux vers le sang pour que ces acides gras soient utilisés comme source d'énergie dans d'autres tissus de l'organisme. Et à contrario, elle a un effet inhibiteur sur l'oxydation des glucides.
Elle n'élève pas directement la glycémie, mais elle inhibe la glycolyse et elle favorise tout ce qui est néoglycogénèse, glycogénogénèse et donc stockage des glucides. Elle inhibe leur dégradation. L'AGH aussi a un effet, comme son nom l'indique, sur la croissance, donc par rapport à l'anabolisme protéique. Et aussi, elle a des effets sur les os, donc l'anabolisme protéique, donc c'est sur les muscles. Elle a un effet sur donc les organes pour une pas une hypertrophie, une croissance de la taille des organes et aussi un effet sur les os, justement pour augmenter la taille du squelette. L'hormone de croissance a également des effets sur la reproduction. Elle a donc deux sortes d'effets. Elle a une action extragonadique et une action gonadique. Alors, l'action extragonadique, elle se manifeste sur les effets visuels des caractères sexuels chez l'homme et la femme. Et par rapport, donc ça c'est l'extragonadique. Pour l'action gonadique, c'est la synthèse d'androgènes. Elle agit, elle, c'est-à-dire, c'est pas elle qui agit directement, mais elle présente un facteur pour pour la stimulation de la synthèse des androgènes, la spermatogénèse, la synthèse des hormones stéroïdiennes, la maturation de l'ovocyte, etc. Alors, ça c'est en ce qui concerne les effets. Maintenant, lorsqu'on a une hypersécrétion de l'hormone de croissance, donc on a plus d'hormones de croissance que la normale, on a deux cas de figure. Soit l'hypersécrétion survient avant la puberté, c'est-à-dire lorsque déjà l'enfant est en pleine croissance, ou lorsque elle survient après la puberté ou vers l'âge adulte, lorsqu'il y a par exemple un adénome ou un traumatisme crânien ou autre. Non, traumatisme non. Surtout les adénomes. Donc, lorsque ça survient avant la puberté, ça donne du gigantisme. Le gigantisme, c'est une personne qui grandit de manière homogène, mais qui dépasse, en général, c'est des personnes qui dépassent les 2 mètres de taille. Euh, Elles dépassent les 2 mètres vers l'âge de la puberté, donc vers l'âge de entre 12 et 15 ans. C'est des personnes qui ont déjà dépassé 2 mètres de long. Donc ça, c'est le gigantisme. Par contre, si ça survient après la puberté, ça ne peut pas donner lieu au gigantisme parce que la croissance osseuse, elle est arrêtée. Ça donne une acromégalie. Donc l'acromégalie, c'est une augmentation de la taille. Donc vous voyez un visage un peu avec un élargissement exagéré du nez, une hypertrophie des lèvres, même ici au-dessus, l'arcade sourcilière, elle est un peu hypertrophiée, elle ressort. Une tête qui va avoir l'air un peu trop grande par rapport au corps de la personne. Et vous avez aussi une augmentation de la taille des extrémités, donc des pieds et des mains. Là, ici, vous voyez une différence entre une main normale et en haut une main d'une personne atteinte d'acromégalie. Donc, on a un hyperdéveloppement. Et à l'intérieur de l'organisme, on peut assister parfois à une hypertrophie des organes. Donc même les organes, on va avoir une splénomégalie, une hépatomégalie, ce qu'on appelle donc méga. Donc spléno, donc par exemple c'est la rate, et méga, mégalie, donc une augmentation de la taille des organes. Donc ça c'est un peu la différence de la sécrétion de la GS, qu'elle survienne avant la puberté ou après la puberté. Par contre, lorsqu'on a une hyposécrétion, donc lorsqu'on a eu une hypersécrétion avant la puberté, on a eu un gigantisme. Lorsqu'on a une hyposécrétion, on a un anisme harmonieux. Comme par exemple je peux pas dire petite, euh, c'est le record de la plus petite femme au monde. Alors, elle paraît comme une poupée, mais là, elle mesure 62 centimètres et sur cette photo, elle a 21 ans. Donc, on appelle nanisme harmonieux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas difforme. Elle a, ses organes et ses membres sont homogènes par rapport à sa taille.
Et lorsque ça survient aussi à l'âge adulte, on a une diminution de la masse maigre par inhibition de l'effet anabolique de la GH et une augmentation de la masse grasse parce qu'il y a une limitation de la mobilisation des lipides par la GH. Et on a aussi parfois des troubles de l'humeur, donc on a des tendances dépressives et une baisse de résistance à l'effort et au froid. Ça aussi, c'est affecté lorsqu'on a une diminution de la sécrétion de l'hormone de croissance. Donc, maintenant, je passe aux cellules gonadotropes. Donc, les cellules qui synthétisent la LH et la FSH. Donc, LH, hormone lutéinisante, et FSH, hormone folliculostimulante. Par rapport aux appellations, c'est surtout des hormones qui vont agir sur le cycle féminin. Mais ça a des effets chez les hommes aussi. Sinon, on ne verra pas l'intérêt de leur existence chez l'homme. Donc, la LH chez l'homme, elle stimule la sécrétion de testostérone. Par contre, chez la femme, elle va déclencher l'ovulation et la maturation folliculaire après l'ovulation. La FSH, quant à elle, chez l'homme, elle va stimuler les cellules de Sertoli pour la spermatogénèse. Et chez la femme, elle va stimuler la croissance folliculaire, elle permet la conversion des androgènes en œstrogènes et elle permet, en même temps qu'avec l'effet de la LH, de l'ovulation. C'est-à-dire la LH, elle déclenche l'ovulation, donc elle déclenche le processus. La FSH, elle permet l'ovulation en fragilisant la membrane ou la paroi de l'ovaire pour permettre à l'ovule de sortir de l'ovaire et aller vers les trompes de Fallope et vers l'utérus, etc. Donc, ça c'est pour les effets entre la LH et la FSH. Par rapport à l'hypersécrétion, c'est l'hypersécrétion, c'est-à-dire même les adénomes, ils se situent rarement sur les cellules gonadotropes. Donc, on a rarement une hypersécrétion de la LH et la FSH. Mais lorsqu'elle existe, on peut observer chez l'homme un hypogonadisme, une puberté précoce, paradoxalement, et en général, les hommes qui ont une hypersécrétion de LH et FSH sont des hommes infertiles. Chez la femme aussi, ça cause l'infertilité. Ça peut causer la galactorrhée en même temps que les cellules lactotropes, on va voir après. Et ça peut donner des symptômes de dysménorrhée. Dysménorrhée, c'est-à-dire perturbation du cycle menstruel. Ça peut être soit du simple dérégulation du cycle menstruel jusqu'à une aménorrhée, c'est-à-dire une absence totale de règles. Et par rapport à l'hyposécrétion, on va avoir d'autres effets par rapport chez l'homme, l'hyposécrétion de la LH. Vu que la LH agit sur la testostérone qui va agir sur les caractères masculins, donc on va remarquer chez les hommes qui ont une hyposécrétion une pilosité faciale raréfiée, vraiment rare, presque inexistante. On va avoir des symptômes d'impuissance et aussi une infertilité. Et chez la femme également, c'est-à-dire même si l'hypersécrétion est très rare, même l'hyposécrétion, elle est rare. Et chez la femme, si ça se produit, on va avoir une aménorrhée et forcément une infertilité parce que vu qu'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de fécondation possible. Ça, c'est en ce qui concerne les cellules gonadotropes. Alors, l'hyposécrétion peut aussi induire chez l'homme et la femme une déminéralisation osseuse qui, à long terme, conduit à l'ostéoporose. Maintenant, on passe aux cellules corticotropes. Donc, les cellules corticotropes, c'est celles qui vont produire la CTH, hormone adrénocorticotrophique ou adrénocorticotropine, donc qui vont aller stimuler, bien sûr, les glandes surrénales. Donc, je vous mets une coupe de la surrénale. Donc, vous avez la zone fasciculaire réticulée et glomérulée. La CTH va agir surtout au niveau de la zone réticulée et de la zone fasciculée. La zone glomérulée est sous le contrôle essentiel du système angiotensine, rénine-angiotensine. Donc, il n'est pas sous l'effet de la CTH.
Donc, l'ACTH au niveau de la zone réticulée va me stimuler la synthèse des glucocorticoïdes et dans la zone fasciculée va me stimuler la synthèse des hormones androgènes. Lorsqu'on a une hypersécrétion d'ACTH, on peut avoir la maladie de Cushing. La maladie de Cushing, ce n'est pas forcément, dans tous les cas, une hypersécrétion de l'ACTH. Mais une hypersécrétion de l'ACTH donne la maladie de Cushing. Maladie de Cushing qui, donc, c'est une un hyperfonctionnement de la surrénale. Donc, qui a, dans ce cas, des causes centrales, donc au niveau de la CTH. La maladie de Cushing se présente comme par des symptômes donc d'une obésité chronique de la partie supérieure du corps. Donc on va avoir les membres inférieurs qui ne seront pas trop touchés par l'obésité, mais on aura donc au niveau de la tête, des bras, au niveau abdominal, donc carrément une obésité. Un hirsutisme, l'hirsutisme c'est chez les femmes donc, hirsutisme, chez la femme, on va avoir un développement de la pilosité faciale caractéristique de l'homme. Donc, la femme commence à avoir de la moustache, de la barbe, même par exemple des poils sur le torse, sur le dos, avec un phénotype masculin. Et elle entraîne également des troubles psychologiques, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Par rapport à l'hyposécrétion induit une insuffisance surrénalienne, donc un hypofonctionnement des surrénales qui se manifestera par des asthénies et une hypotension artérielle. Chez le nouveau-né, un ictère avec une cholestase et des hypoglycémies réfractaires ainsi qu'une déshydratation. Les cellules lactotropes vont me produire la prolactine. La prolactine, donc, qui a des effets chez l'homme et chez la femme. Donc, chez l'homme, elle a surtout un effet angiogénique. Et si elle est tronquée, elle a un effet apoptotique. Donc, la prolactine, donc, entre autres, ses effets, même aussi un peu sur le comportement sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, elle a aussi un effet angiogénique. Ça veut dire qu'elle favorise l'angiogénèse, donc la formation de vaisseaux sanguins. Mais si elle est tronquée, c'est-à-dire elle est clivée, donc il y a une partie de la prolactine qui est enlevée, elle va avoir un effet apoptotique. Donc elle va conduire à la mort cellulaire. Et chez la femme, bon, elle a un effet mammotrope, c'est-à-dire qu'elle va agir pour l'augmentation des glandes mammaires. Elle a un effet lactogénique, donc production de lait, surtout après l'accouchement. Alors, lorsqu'on a une hypersécrétion de la prolactine, sachez que dans les pathologies de l'hypophyse, la plus fréquente des pathologies de l'hypophyse, c'est l'hypersécrétion de la prolactine. C'est lorsque ça touche les cellules lactotrophes. Alors, l'hypersécrétion qui est la plus fréquente, elle entraîne chez l'homme ce qu'on appelle une gynécomastie, c'est-à-dire un développement de glandes mammaires chez l'homme. Et dans des cas poussés, ça peut même mener à une galactorrhée, c'est-à-dire que l'homme va développer des glandes mammaires et il va produire du lait. Et ça entraîne aussi l'ostéoporose chez les personnes qui sont atteintes d'hypersécrétion de la prolactine. Chez la femme, ça va conduire à une galactorrhée indépendamment de l'accouchement. C'est-à-dire avant même que la femme, même si elle n'a pas encore eu d'enfant, elle peut produire du lait parce qu'elle a une hypersécrétion de prolactine. Cette hypersécrétion de prolactine peut conduire à une infertilité. D'ailleurs, je mets entre parenthèses, c'est la méthode contraceptive qu'utilisent certaines femmes après l'accouchement. Donc, à partir du moment où elles allaitent, il y a beaucoup de femmes, je précise que ce n'est pas la totalité et ce n'est pas un moyen de contraception qui est fiable à 100%, mais il y a beaucoup de femmes, pendant toute la durée de l'allaitement, elles ne peuvent pas avoir d'enfants parce que la prolactine circulante et qui sert à l'allaitement de leur enfant conduit à une infertilité chez elles durant la durée de l'allaitement. Après, lorsqu'elle arrête l'allaitement, le niveau de prolactine
revient au taux normal et elle redevient fertile. Ça peut également entraîner une aménorrhée. C'est pour ça que aussi les femmes allaitantes, souvent durant plusieurs mois après l'accouchement, tant qu'elle allaite, elle n'a pas, elle n'a pas d'ovulation, donc elle n'a pas ses règles. Et bon, ça c'est je donne des exemples qui sont physiologiques, hein. Quand c'est des effets de la prolactine, aménorrhée, infertilité et lorsque ça se produit après l'accouchement ou pendant que la femme allaite, c'est des effets physiologiques. Après, quand ça se produit en dehors de l'allaitement, en dehors d'un accouchement, ça devient une pathologie. C'est-à-dire c'est un fonctionnement qui est anormal des cellules lactotrophes. Et lorsqu'on a aussi une hypersécrétion de la prolactine, à long terme, ça peut entraîner également une ostéoporose, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. L'hypersécrétion est due seulement à la présence d'adénome. Alors, la personne qui m'a posé la question, est-ce que l'hypersécrétion est due seulement à la présence d'adénome? Je sais que dans la plupart ou la majorité des cas, elle est due à l'adénome. C'est un adénome qui devient fonctionnel, donc on va avoir plus de cellules lactotropes que la normale et donc qui vont me sécréter plus de on peut rarement avoir un effet central, c'est-à-dire un effet de l'hypothalamus qui va stimuler, parce que vous savez que toutes ces cellules-là, thyréotropes, lactotropes, gonadotropes et tout, elles répondent à un stimulus qui vient de l'hypothalamus. Rarement, on va trouver un défaut dans l'hypothalamus qui va m'entraîner une hypersécrétion au niveau de l'hypophyse. Mais dans la plupart des cas, l'hypersécrétion est due surtout à un adénome. Parfois, c'est des causes centrales ou parfois, quand je parle des cellules lactotropes, parfois, ça peut être un léger dérèglement chez les femmes après avoir accouché, après avoir allaité. Même après l'allaitement, il y a un petit dérèglement qui se produit et le niveau de prolactine ne revient pas à la normale. Et il faudra à ce moment-là une médication pour réguler le taux de prolactine, pour permettre à la femme soit de stopper sa production de lait, soit de lui permettre d'avoir d'autres enfants après. Je connais ce cas au niveau des cellules lactotrophes. Après, est-ce qu'il y a le même phénomène qui se produit dans les autres cellules de l'hypophyse? Je ne saurais pas vous répondre, mais je sais que les causes principales sont soit majoritairement, dans la majorité des cas, des adénomes fonctionnels, soit dans des cas moins fréquents, plus rares, au niveau de l'hypothalamus. Bon, je reviens aux cellules. Donc, lorsqu'on a une hyposécrétion, alors autant l'hyperprolactinémie est le symptôme, la pathologie la plus fréquente retrouvée dans les pathologies de l'hypophyse, autant l'hyposécrétion, elle est rare. C'est rare d'avoir une hyposécrétion. Et l'hyposécrétion, elle est souvent asymptomatique chez l'homme parce qu'elle n'a pas trop d'effet. Donc, on peut même pas voir qu'il y a une hyposécrétion de la prolactine chez l'homme. Par contre, chez la femme également, ça peut rester asymptomatique, donc on ne peut pas la détecter. Le seul moyen de détecter qu'une femme a une baisse de prolactine, c'est lorsqu'elle accouche et qu'on trouve qu'elle n'a pas de lait. Donc là, il ne faut pas confondre entre production lactée et également euh, donc, le défaut de production lactée lorsqu'il survient comme ça avec une baisse de prolactine, c'est que la femme n'arrive jamais à produire ne serait-ce qu'une goutte de lait. Par contre, les femmes qui produisent un peu de lait et ça s'arrête, ça c'est d'autres effets qui sont soit mécaniques, soit dus à l'enfance, soit dus au stress de la femme, etc. Mais les défauts de lactation qui sont dus à une hyposécrétion de la prolactine, c'est une absence totale de production de lait. Et ça peut peut-être être corrigé chez la femme avec des injections qui peuvent peut-être lui permettre de produire du lait. Je ne saurais pas vous donner plus de détails sur ça. Donc, bon, on passe maintenant aux cellules thyréotropes. Donc, je ne vais pas trop détailler parce qu'on a fait le chapitre sur la thyroïde.
Donc, les cellules thyréotropes vont me produire la thyréostimuline qui est, contrairement à la prolactine, les cellules thyréotropes sont la pathologie, c'est-à-dire sont les cellules les plus rarement touchées par un dysfonctionnement de l'hypophyse, que ce soit dans l'hypersécrétion ou dans l'hyposécrétion. C'est les plus rares. Donc, lorsqu'on a une hypersécrétion, donc on a donc une hyperstimulation de la glande thyroïde, donc on va avoir une hypothyroïdie d'origine centrale, c'est-à-dire hyperthyroïdie d'origine centrale, c'est-à-dire que ça vient de l'hypophyse qui va stimuler une hypersécrétion de la thyroïde. Et lorsqu'on a une hyposécrétion, on va avoir une hypothyroïdie également d'origine centrale, donc c'est la TSH qui est abaissée. Et lorsque ça se produit chez l'enfant, on peut remarquer un retardage osseux, parce que vous savez qu'on peut sur une radiographie du poignet estimer l'âge de l'enfant. Donc, on peut comparer l'âge réel de l'enfant, c'est-à-dire depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de l'examen, et le comparer à l'âge estimé selon la radiographie du poignet. Et si on trouve un retardage osseux, c'est-à-dire si l'enfant, par exemple, il a 7 ans, mais sa radio du poignet montre qu'il a 5 ans, c'est qu'on considère que c'est un retardage osseux. Donc, c'est un retard du développement osseux et du squelette chez l'enfant. Qui peut être causé, entre autres choses, ça peut être causé par un défaut une hyposécrétion de la thyroïde. On peut avoir aussi une asthénie et également chez l'enfant un ralentissement de la vitesse de croissance parce que la TSH, enfin pas la TSH, les hormones thyroïdiennes agissent en même temps avec l'hormone de croissance pour permettre une croissance optimale chez l'enfant. Donc voilà, on a abordé les 5 types de cellules. Chaque cellule, donc on a abordé dans le cas de l'hypersécrétion et de l'hyposécrétion. Donc ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on a une hyposécrétion, par rapport au traitement, lorsqu'on a une hyposécrétion, quel que soit le type cellulaire, on peut donc le traitement consiste simplement à donner des analogues, donc soit par injection ou par comprimé d'hormones que l'organisme est déficient. Pardon, hein, je reprends ma phrase. Lorsqu'on a un hypopituitarisme, donc une hyposécrétion au niveau de l'hypophyse, on va juste remédier à ça en donnant des analogues, des hormones qui font défaut dans l'organisme. Et lorsqu'on a une hypersécrétion, alors tout dépend des cas, parfois il n'y a rien à faire, et parfois on peut administrer des régulateurs, des régulateurs au niveau de l'organe cible, donc de la glande, pour limiter l'effet des stimulines sur cette glande-là. Par rapport à la nutrition, je ne trouve pas grand-chose à dire. C'est juste que en fonction de c'est comme pour l'hypothyroïdie ou le dysthyroïdie. En fonction du défaut, on va prendre en considération si ça a des effets métaboliques ou pas. Par exemple, lorsque ça touche la surrénale, ça a des effets sur le métabolisme des glucides et des lipides. On va tenir compte de ça pour l'élaboration du régime ou pour les, les, les conseils ou les recommandations qu'on va donner à la personne. Mais pour le traitement de cette pathologie-là, exactement, c'est une pathologie avec un traitement médical et non un traitement nutritionnel. On accompagne nutritionnellement. Est-ce que ces pathologies peuvent être déclenchées par l'alimentation? Par ma connaissance. Vu que j'ai dit que la plupart de ces pathologies, donc par rapport à l'hypophyse, sont déclenchées par un adénome ou par le niveau central, par l'hypothalamus. Le seul moyen de dire que ça pourrait peut-être déclencher par l'alimentation, c'est par rapport au fait c'est comme pour toute substance qui est cancérigène ou qui peut induire un dérèglement de la prolifération cellulaire et me conduire vers un adénome. Donc, par exemple, les pesticides, les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens, etc. Mais ça va être au même niveau, que ce soit pour l'hypophyse ou
que ce soit pour l'hypophyse ou pour le cancer du sein, du rectum, enfin bon, les cancers digestifs c'est autre chose, mais c'est à peu près le seul effet de l'alimentation qui est connu à ce jour, qui va peut-être stimuler le, les, ces adénomes-là qui vont aller me faire une perturbation au niveau des cellules de l'hypophyse. L'une d'entre vous a dit les aliments transformés. Oui, les aliments transformés, surtout lorsqu'ils contiennent des additifs alimentaires qui peuvent me perturber la prolifération cellulaire et donc donner lieu à une formation d'un adénome qui pourrait peut-être par la suite donner. Alors, l'adénome, il y a une personne qui me pose la question sur c'est quoi, comment se forme l'adénome. La formation de l'adénome est due à quoi? En fait, l'adénome, c'est un amas de cellules. L'adénome, c'est ce qui précède une tumeur ou un cancer. Donc, on peut avoir un adénome. Donc, c'est une multiplication, on va dire, entre guillemets, anormale de la cellule. C'est des choses qui se produisent chez tout le monde. Ça se produit régulièrement. Si on fait parfois, ça reste sous forme d'adénome et ce n'est jamais diagnostiqué parce que ça reste sous forme d'adénome. Donc, un amas cellulaire qui est non fonctionnel. C'est des cellules donc qui forment un amas. C'est comme un kyste. Bon, un kyste, c'est du liquide à l'intérieur, alors que l'adénome, c'est un amas cellulaire. Donc, c'est un dérèglement juste du cycle cellulaire qui conduit certaines cellules à proliférer de manière un peu anarchique, mais pas au point de me donner une tumeur ou un cancer. Et cet adénome, donc ces cellules, soit elles vont être non fonctionnelles, c'est-à-dire que c'est juste un amas de cellules qui est posé là, ou soit elles vont être fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont prendre la fonction de l'organe sur lequel elles sont. Par exemple, dans l'hypophyse, si j'ai un adénome sur les cellules qui produisent la prolactine, s'il devient fonctionnel, ça veut dire qu'il va prendre la fonction des cellules à prolactine et il va se mettre à produire de la prolactine. C'est en général comme ça qu'on détecte des adénomes, ou bien par palpation. Par exemple, si c'est des adénomes mammaires, la plupart du temps, les adénomes la plupart du temps, les adénomes sont bénins, mais il faut les surveiller pour qu'ils ne se développent pas en tumeur ou en cancer plus tard. C'est-à-dire les prendre, voilà. C'est à ça que c'est dû biologiquement la formation des adénomes. C'est des amas cellulaires, donc c'est un peu un dérèglement du cycle cellulaire pendant une petite période où on va avoir un amas cellulaire qui se produit et qui se pose là. Voilà. Donc, si en fait on arrive à la fin du cours, si vous n'avez pas de questions, que ce soit en rapport avec le cours ou autre, c'est-à-dire même autre que le cours, la déléguée m'a dit que je pense que vous aurez les examens avancés d'une semaine.